Bonjour à tous et bienvenue dans Express Orient. Au programme cette semaine, le portrait d'Ismail Haniyeh, fraîchement nommé chef du bureau politique du mouvement islamiste Hamas. Nous ferons également le point sur la pollution de l'eau dans la bande de Gaza avec un reportage de nos confrères de France 2. Enfin, nous verrons quelle est la situation des enfants dans les zones libérées de Mossoul. Dans l'actualité de la région cette semaine, un homme, Ismail Haniyeh. Son visage n'est pas méconnu des Palestiniens et pour cause, il a été Premier ministre de l'autorité sous la bannière du Hamas qui avait remporté les élections législatives en 2006. Écarté en 2007 par le président Mahmoud Abbas lorsque le mouvement islamiste a pris le contrôle par la force de la bande de Gaza, il est désormais de retour sur le devant de la scène. Il vient d'être nommé à la tête du bureau politique du Hamas. Son portrait signé Pierrick Laurent. Un homme souriant, la barbe soignée. Voici le nouveau visage du Hamas, tout juste élu. Ismail Haniyeh dirigera l'organisation depuis la bande de Gaza, contrairement à son prédécesseur, en exil au Qatar. Pour les Palestiniens, c'est une différence de taille. Celui qui vient de Gaza comprend ce que nous ressentons. Il voit les coupures d'électricité, la crise économique, les salaires qui baissent. Il voit tout cela de ses yeux. D'une famille modeste, Ismail Haniyeh est né à Gaza. Il adhère au Hamas dès les premières heures et gravit les échelons un à un. En 2006, le mouvement islamiste remporte les législatives. Ismail Haniyeh est nommé Premier ministre par le président Mahmoud Abbas. Mais très vite, le bras de fer avec le chef du Fatah tourne à l'affrontement armé. Ismail Haniyeh est démis de ses fonctions. Le Hamas prend alors le contrôle de Gaza. Mais 3 guerres successives avec Israël, en seulement 6 ans, affaiblissent le mouvement. Et surtout ses partisans d'une ligne dure. Mais il y a quelques jours, le Hamas adopte un nouveau texte en faveur d'un État palestinien dans les frontières de 1967. La guerre avec Israël est politique et non religieuse, précise-t-il, un tournant pragmatique incarné par Ismail Haniyeh. Il est donc important pour chacun de comprendre que ce document n'est pas le fruit de pressions d'où qu'elles viennent. C'est le résultat de 4 années de préparation au sein de ce mouvement. Et aujourd'hui, nous l'avons expliqué de manière très claire. Une vision qu'Ismail Haniyeh espère défendre auprès des pays qui soutiennent la cause palestinienne, comme la Turquie. Pourtant, le nouveau chef du Hamas devra encore convaincre les plus réticents en interne à Gaza, car la branche locale du Hamas à elle était confiée à Yahya Sinwar, ici à droite d'Ismail Haniyeh, un commandant du Hamas, partisan d'une ligne dure. Et dans l'enclave palestinienne soumise à un blocus israélien, la population est soumise à de nombreuses difficultés de ravitaillement, de logement et de travail. Dans ce contexte, certains sujets ne font pas partie des priorités. C'est le cas de l'environnement et de la pollution de l'eau. Les célèbres plages de Gaza sont devenues si polluées que la baignade peut représenter un risque pour la santé. Reportage de Franck Genozo et Giona Messina. Ces kilomètres de plage, ces postes de sauveteurs sur pilotis et ces surfeurs venus affronter les vagues lui donneraient presque des airs de côte californienne. Difficile de croire en voyant ces images que Gaza pourrait selon l'ONU être inhabitable d'ici 4 ans. Derrière votre écran, vous pourriez même être tenté par une petite baignade. Mais attendez un peu de voir à quoi ressemble l'eau sous la surface. Verte, chargée de déchets en tout genre et de particules dangereuses pour la santé. La mer est terriblement polluée. J'attrape régulièrement des maladies de peau et parfois l'eau me donne de violentes quintes de toux. Quelques kilomètres plus au nord, les eaux usées se déversent effectivement sans vergogne, laissant leur torrent noirâtre se mêler aux eaux translucides de la Méditerranée. La mer, polluée, s'infiltre dans la nappe phréatique déjà largement épuisée. Et lorsque les autorités font des prélèvements comme ici, le constat est accablant. La qualité de l'eau ne fait que se dégrader, c'est de pire en pire. Au laboratoire, nous avons fait analyser cet échantillon. À droite, un test d'eau propre. À gauche, l'eau qui vient d'être prélevée, clairement infectée. En boire quelques gouttes, vous rendrez malade à coup sûr. Et ce n'est pas tout. Regardez, rouge, rouge, tous les taux sont dans le rouge. On trouve du fer, du bromure, du strontium, du chrome. À Gaza, 95% de l'eau est donc impropre à la consommation.
Elle est pourtant utilisée, notamment dans l'agriculture dont les produits sont ensuite consommés. Une catastrophe sanitaire en perspective pour un territoire qui cumule déjà les handicaps. Le blocus et les 3 guerres menées en 8 ans par Israël contre les islamistes du Hamas ont laissé des quartiers entiers exsangues. Le taux de chômage frôle les 40%. Et depuis 15 jours, l'unique centrale électrique de Gaza est à l'arrêt faute de carburant, sur fond de tensions entre le Hamas et l'autorité palestinienne. L'ONU vient de débloquer près de 500 000 € en urgence pour alimenter en électricité les infrastructures médicales. Car si rien n'est fait, les hôpitaux de Gaza pourraient très vite se retrouver à l'arrêt, faisant redouter à très court terme une catastrophe humanitaire majeure. On en vient au dernier message de Benna. Souvenez-vous, cette fillette syrienne devenue célèbre pour ses tweets durant le siège d'Alep. Eh bien, elle a lancé un appel à l'aide pour les enfants du monde au nouveau président français élu, Emmanuel Macron, quelques heures après l'annonce des résultats de l'élection présidentielle en France. Écoutez. Dear President, do something for the children of the world. Think of their education and life. Every child must go to school. Thank you. Et parmi ces enfants victimes de la guerre, ceux de Mossoul en Irak. Les forces irakiennes tentent depuis octobre dernier de reprendre la ville aux djihadistes du groupe État islamique, mais la bataille est compliquée. Dans les zones reconquises, des enfants parfois orphelins errent dans les rues, cherchent du travail et délaissent les bancs de l'école. Une scolarité qu'ils ont été contraints d'abandonner, au moins depuis la prise de la ville par l'organisation terroriste. Florence Gaillard. Dans les rues de Mossoul, des milliers d'enfants, orphelins ou sans-abri. Certains font les poubelles et ramassent les ordures. D'autres sont à la recherche de pièces détachées pour subvenir à leurs besoins. Ouzaïfa a 11 ans et travaille comme mécanicien. Sa scolarité s'est arrêtée quand la ville est tombée aux mains du groupe État islamique en juin 2014. Je suis allé à l'école primaire, mais j'ai arrêté quand les djihadistes sont arrivés. Ils nous ont appris à charger des armes et à tirer. Un peu plus loin, Fala vend des légumes sur le marché. Il a 12 ans et 4 frères, mais aucun d'entre eux n'est jamais allé à l'école, de crainte d'être enrôlé dans les combats. J'avais peur d'être recruté par le groupe État islamique. Beaucoup d'enfants l'ont rejoint et sont partis. Dans la partie est de la ville, reprise en janvier par les troupes irakiennes, les 3/4 des écoles ont rouvert leurs portes, mais 10% des enfants restent encore déscolarisés. À une centaine de kilomètres, dans ce camp de déplacés d'Erbil, beaucoup sont traumatisés. Certains enfants ont suivi les écoles du groupe État islamique, d'autres ont été endoctrinés, radicalisés par les djihadistes. Le ministère de l'Éducation doit nous aider à réhabiliter ces élèves et à leur faire oublier les expériences passées. Ces enfants doivent réapprendre à intégrer des connaissances et à poursuivre leurs études pour être capables de rattraper le niveau des autres provinces. L'ouest de Mossoul est toujours sous le joug du groupe État islamique et dans le pays, près de 3 millions d'enfants sont encore déscolarisés. Pour le gouvernement irakien, renvoyer les enfants à l'école est une priorité. Direction l'Égypte, à la recherche de la communauté juive. Une communauté qui se résume qu'à une poignée de personnes, des personnes âgées et des lieux de culte quasi vides. Après des millénaires de présence sur les rives du Nil, la question de la survie de la communauté et de la sauvegarde du patrimoine est plus que jamais à l'ordre du jour. Le récit d'Ashreen Verdian. Au cœur de l'une des synagogues du Caire, Magda Haroun dévoile des rouleaux de la Torah, parfois pluricentenaires. Au milieu du XXe siècle, les Juifs étaient entre 80 000 et 120 000 dans tout le pays. Ils ne sont plus que 6 aujourd'hui dans la capitale égyptienne. Avant, nous étions plus nombreux. Mais comme nos membres sont âgés, 2 ou 3 au minimum disparaissent chaque année. Magda est l'ange gardien des derniers Juifs du Caire et veille sur leur patrimoine. À 91 ans, sa mère Marcel est l'une des doyennes de la communauté. Elle a peur que l'histoire millénaire des Juifs d'Égypte s'efface peu à peu. J'en suis très affectée et triste. Mais je ne peux rien faire. C'est trop tard.
Beaucoup de synagogues en Égypte ont aujourd'hui besoin d'être restaurées. Début 2016, pour la première fois, un comité a été créé pour répertorier le patrimoine juif. D'après le gouvernement, il est traité de la même manière que les autres richesses culturelles. Les antiquités islamiques, chrétiennes et juives sont des antiquités provenant de la civilisation égyptienne, et donc elles reçoivent toutes le même respect et ont la même importance. La création de l'État d'Israël et la succession des conflits israélo-arabes ont favorisé l'exil voulu ou forcé des Juifs d'Égypte. Amir Ramsès a réalisé l'un des seuls documentaires sur cette communauté. Pour lui, les Égyptiens en ont une image mitigée. Beaucoup de gens continuent de confondre le mot juif et le mot israélien à cause de cette animosité politique. Mais peu à peu, cette situation change. Peu à peu, les gens arrivent à faire la différence entre celui qui est juif et celui qui appartient à un État avec lequel il y a un combat politique. Il n'y a pas eu d'acte antisémite récent dans le pays, mais les derniers juifs d'Égypte préfèrent rester discrets pour protéger encore un peu leur présence sur les bords du Nil. Voilà, c'est la fin d'Express Orient. Restez avec nous sur France 24. Bonjour à tous, il est 7h à Paris, vous êtes bien sur France 24. N'ayez plus peur de passer à l'acte. Tweet, like, fan. Faites des infidélités à votre télé. L'activité de la ville est fortement ralentie. Laissez-vous tenter par une autre dimension. Devenez encore plus accro à l'info avec France24.com et nos applications mobiles et tablettes.